Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leurs challenges et leurs succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Florent Artaud, Country Manager de Legals France. Avec Florent, nous avons parlé de son expertise, l'equity, l'actionnariat salarié, le tout sans rentrer dans un jargon trop technique. Avocat de formation, Florent s'est intéressé à ces sujets assez rapidement en accompagnant des startups avec La Ruche qui dit oui, en créant sa propre société, Equity. Nous revenons sur les dispositifs actuels en France d'un point de vue juridique, fiscal, financier et RH. En effet, ces sujets peuvent paraître très techniques et parfois peu approfondis par les fondateurs par manque de temps. Enfin, nous évoquons l'actualité avec la faillite de SVB. Merci Florent pour ce partage et belle écoute. Hello Florent, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Donc on s'est connus il y a quelque temps à un événement sur l'equity à Paris. Donc à l'époque c'était The Family. Donc on va revenir sur ton parcours en détail. Alors est-ce que je peux te laisser te présenter pour commencer? Avec plaisir. Merci Simonie, en tout cas de m'inviter pour ton podcast. Et donc pour me présenter en 2 mots, moi je suis Florent Artaud, Country Manager France de Sea Legals. Et mon parcours, je suis avocat de formation, donc juriste. J'ai travaillé à La Ruche qui dit oui, après avoir passé le barreau de Paris. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert un peu le monde des startups, parce que je me projetais plutôt sur travailler en cabinet d'avocat, travailler justement sur toute la partie corporate, de ce qui me plaisait en droit des affaires. Et finalement, Plutôt c'est libéral, non? Tu pensais peut-être ouais, ouais. exactement. Donc, c'était, justement, je sortais de l'école de formation du barreau de Paris, donc je me disais, de manière assez classique, que j'allais travailler en cabinet d'avocat, avoir ma robe d'avocat, que je n'ai d'ailleurs pas et que j'ai jamais portée parce qu'effectivement, j'ai fait un stage, dans le cadre de l'EFB, qui est l'école de formation du barreau de Paris, à La Ruche qui dit oui. J'y suis tombé par, justement connaissance de mon frère qui travaillait là-bas, qui s'appelle Sven Deral, qui était, justement, en charge de la partie administrative et financière. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des startups, et moi j'y ai travaillé en stage et puis après ils avaient fait une levée de fonds. C'était une série B en 2015, donc une grosse série B à l'époque, hein, donc de financement qui était de 8 millions d'euros, donc ce qui peut paraître, assez, Rien aujourd'hui, mais à l'époque, ouais, c'était quelque chose, ouais. Mmh. exactement, donc et c'était avec des beaux fonds, notamment des fonds américains. Donc tu avais Union Square Ventures avec Fred Wilson, donc c'est des fonds assez connus, en tout cas dans l'écosystème, VC, global, en tout cas américain. Eux, ils sont basés à New York. Mais bref, après tu avais aussi des business angels qui avaient financé le projet initialement, qui étaient, bah, Marc Simoncini avec Ima Ventures, avec Xavier Niel et cetera. C'est un beau projet parce que La Ruche qui dit oui, ça permettait justement d'acheter en direct à des producteurs locaux et donc favoriser le circuit court, et cetera. Et on était vraiment dans un écosystème assez pionnier sur cette partie-là, cette dimension du circuit court, de la transition agricole, au travers justement d'une idée plutôt tech. Et moi j'adorais, je découvrais ça donc en sortant d'école où comme je t'ai dit, je me projetais plutôt sur quelque chose d'assez traditionnel si on veut. Et j'ai été amené à gérer, bah, plein de sujets juridiques. Et bah, c'est, à cette occasion où je faisais, bah, soit sur la partie, traitement des données, RGPD, que ce soit sur, les CGV, que ce soit sur du droit social, mais aussi sur tout ce qui est, corporate. Donc, il y avait notamment l'intéressement au capital des salariés qui m'a tenu assez à cœur parce que c'était une manière de pouvoir intéresser, la réussite future potentielle avec le capital qui vous montrait la valeur et de pouvoir intéresser les salariés avec ça. Et c'est après 3 ans où j'ai travaillé sur ces aspects juridiques et affaires publiques aussi, où, bah, j'ai quitté, La Roche Kiwi pour créer justement une société qui s'appelait Equity à l'époque et que j'avais créée avec The Family.
à ce moment-là et qui était spécialisé sur tout ce partage du capital pour, intéresser des salariés, comme je viens de le dire, là-dessus et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis j'en terminerai là parce que je me rends compte que j'étais assez long dans la présentation, mais et c'est après cette expérience et effectivement on s'était rencontrés. J'avais fait un talk, à The Family où ils avaient leurs locaux, qui étaient rue du Petit Musc, dans le Marais à Paris, qui était génial, hein, comme, écosystème où il y avait énormément justement d'événements sur tous les sujets, de la tech et cetera. Donc ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu hyper riche et bon, à ma petite échelle, j'y ai participé avec ces questions de partage du capital et bah, c'est là où je me souviens que tu étais présente, notamment avec, toi, les questions que tu pouvais te poser côté guidebook, et donc après cette expérience-là, donc qui a duré 1 an et demi, c'est, justement, après avoir rencontré, Julien Seligman qui est en charge des opérations à Seed Legals, par l'intermédiaire d'Index Ventures, donc le fonds d'investissement, Index Ventures, qui avait notamment financé Seed Legals, lors de leur tour de série A, avec qui j'avais aussi travaillé par ailleurs avec, Equity, qui m'a mis en relation avec Julien et c'est là où on s'est dit, ben, eux, c'est une société anglaise, c'est Legals, qui permet de digitaliser les opérations sur le capital, que ce soit du financement, du partage du capital des salariés, la gestion d'actionnariat. Et ils étaient, d'abord, c'est une société anglaise, donc ils étaient au Royaume-Uni, ça avait très bien marché. Et ils envisageaient de lancer le marché français. Et c'est à cette occasion où ben, on a discuté ensemble et moi qui connaissais un peu l'écosystème français, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas, voilà, je lance le marché français. Et donc ça, c'était en 2020, donc on s'est lancé juste avant le covid, à mon 1 mois avant, ouais, donc on avait d'ailleurs organisé, un événement, on s'est dit: «Ah ouais, trop bien, on va présenter, Seed Legal, on se lance sur le marché français, on va essayer de faire un peu de bruit et cetera» et puis, ah et ben non, c'est le confinement, on va rester chez nous tranquillement, mais en tout cas, c'était intéressant de travailler dans cet environnement-là. C'est beaucoup d'apprentissage, hein, également. Alors Index Ventures, c'est ceux qui avaient écrit la bible un peu de l'equity, hein, je pense que c'est une bonne lecture pour, quelqu'un qui s'intéresse, à ces sujets. Exactement et le bouquin auquel tu fais référence, Simony, s'appelle Rewarding Talent et il est disponible gratuitement, hein, sur internet. C'est vraiment effectivement cette bible sur tout ce qui est partage du capital. Pourquoi on voudrait intéresser des salariés au capital et notamment nous dans notre écosystème de start-up. Il y a vraiment beaucoup de, tips, de partage d'expériences, qu'ils ont collectés au travers des sociétés de leur portefeuille. Il y a vraiment, des belles boîtes et beaucoup de contenu et c'est Dominic Jackson, le crédit à qui va ce bouquin qui est justement le responsable, le Head of Talent de Index Ventures, qui est basé au UK, qui était mon mentor un peu sur ces sujets-là, quand j'avais créé, Equity, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de The Family, qui avait un super réseau, hein, bien sûr, à l'époque et effectivement, le contenu est disponible. Vous tapez Rewarding Talent Index Ventures, vous le trouvez. Ils ont aussi fait un petit simulateur qui s'appelle Option Impact, qui vous permet justement de pouvoir regarder, bah, quelles sont un peu les pratiques, de se référencer. Bon, c'est un peu technique, hein, donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, bon, bah, vous pouvez aller regarder des articles sur Seed Legals ou autres, notamment où j'essaye de donner du contenu, de vulgariser tout ça, mais ouais, c'est un bon point, tout à fait, Simone. Donc aujourd'hui, tu es country manager chez Seed Legals, comme tu viens de dire. Donc votre mission, c'est assez large, je dirais? Vous intervenez sur quel type de boîte, quel, type de mission? Plutôt FR, hein, enfin plutôt France, comme tu viens de dire? Alors, moi, je suis en charge effectivement du marché français c'est Legals et la mission, tout à fait, elle est assez large parce qu'elle a vocation justement à rendre accessible et faciliter les opérations sur le capital pour les entrepreneurs. Et notamment quand ils sont justement au début de leur aventure, là où c'est un peu compliqué, de rendre accessible la partie à la fois finance et à la fois talent. Et quand on parle de ça, c'est quand même les 2 piliers, justement quand on va entreprendre, il faut, ben, au début un peu de financement et après, il faut des talents pour recruter, enfin les recruter et ensuite faire en sorte que collectivement on arrive à faire que la société puisse réussir. Mais concrètement, ce qu'on permet de faire à Seed Legals, c'est de pouvoir, mettre à disposition une plateforme, donc c'est une plateforme SaaS, digitale, qui va permettre de faciliter le roadshow et de créer aussi les documents juridiques. Donc on va pouvoir produire des documents juridiques automatiquement en les paramétrant sur la plateforme, que ce soit pour une partie financement. Donc si on veut faire une augmentation de capital, une levée de fonds, et ben nous, on va pouvoir générer la lettre d'intention, le pacte d'associés, les décisions d'associés, donc tous ces documents juridiques, qui vont pouvoir être là,
du coup généré en quelques clics, plutôt que passer des heures, justement à discuter avec les avocats, avec, les investisseurs et cetera. Nous, ça se permet justement de standardiser, effectivement. Donc, ce qui est justifié effectivement quand il y a de la technicité et cetera, mais après quand on est au début justement de l'aventure, l'idée est de pouvoir, en gros, faciliter ces aspects, le rendre accessible, le vulgariser également pour que ce soit un peu moins asynchrone en termes d'information, de compréhension côté entrepreneur et redonner la main. Et souvent, on observe nous que, ben, certains entrepreneurs peuvent être perdus et c'est pour ça que notre Et puis volonté tu est as de pas le temps au pouvoir. début, enfin, je veux dire, tu es tellement pris sous l'eau, enfin, en plus quand tu prépares une levée de fonds et cetera, enfin, ça peut prendre beaucoup de temps, enfin, honnêtement. C'est très juste et c'est toute cette difficulté, ce qu'on observe également, de pouvoir à la fois créer cette valeur, initier, ce qui est très compliqué, de se concentrer sur son business d'abord, en voulant faire en sorte que, ben, voilà, si on lance un projet entrepreneurial, ben, il faut itérer, il faut, se casser un peu les dents sur différentes choses et ça te laisse peu de place effectivement sur des sujets annexes, mais qui sont tout aussi importants et quand on dit annexes, oui et non, parce que ça peut devenir un peu central, surtout si on a des besoins de financement au début pour se lancer ou même peut-être après. Mais il faut pas que ça dure et que ça empiète non plus trop longtemps sur effectivement le cœur de métier qui est celui de créer de la valeur et de faire en sorte que son modèle puisse marcher. Donc Seed Legal nous pour effectivement revenir sur, ta question, ça permet de pouvoir générer les documents juridiques, de faciliter ces aspects, que ce soit sur le financement, que ce soit sur, bah, la gestion de l'actionnariat, que ce soit aussi sur le partage du capital avec ses salariés, donc la mise en place de plans de BSPCE, les bons de parts de créateurs d'entreprises, de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Et c'est un peu comme des logiques de stock option, c'est beaucoup utilisé par les startups pour pouvoir intéresser les salariés au capital, comme tu avais pu le mettre en place d'ailleurs. On te posait la question avec Gitbook et les salariés à l'époque. Et donc, nous, la plateforme, c'est un modèle SaaS en quelques chiffres. C'est 150 personnes donc, au global. Et quand je dis au global, c'est à Londres, à Paris, à Dublin et à Hong Kong et Singapour. Et me concernant, moi, je suis en charge du marché français avec une équipe un peu plus d'une dizaine de personnes. Et on a de beaux partenariats. On est basé à Station F à Paris. On a aussi 2 personnes qui sont basées à H7 à Lyon, donc pas loin où tu te trouves. Et on a après accompagné plus de 400 boîtes, nous en France, partout sur le territoire français, hein, parce que forcément, quand on parle de digital, c'est au moins la facilité effectivement de faire ça, ouais. Et pareil, au niveau global, on a accompagné vraiment des startups un peu partout avec des investisseurs qui viennent un peu partout dans le monde et on en a plus de 40 000, hein, sur la plateforme et plus d'une dizaine, quinzaine de milliers d'investisseurs qui ont utilisé la plateforme en finançant des projets. Et au travers justement sur la partie financement, c'est plus de 1,8 milliard. Là, on va peut-être, atteindre les 2 milliards qui ont été investis, non pas via enfin, sur Seed Legals, parce que nous, on collecte pas les fonds, mais on facilite justement les investissements, mais qui ont, au travers de la plateforme, permis de pouvoir financer ces projets à cette hauteur de quasi 2 milliards maintenant. D'accord. Et c'était quel type d'opération? Enfin, si tu peux en parler évidemment. C'était que des séries A? C'était du seed, du pré-seed, Alors oui, effectivement, bah, comme je le disais, nous, on accompagne surtout des projets qui sont relativement jeunes, hein, donc les projets qu'on a l'habitude d'accompagner, c'est à la fois du friends and family, donc c'est-à-dire du projet tout naissant, tout jeune, qui vient de se créer, où typiquement, bah, on se dit nous, par exemple, Simonie, on se dit tous les 2, il y a quelqu'un qui est venu nous présenter un projet et qui nous, bah, convainc de d'investir dans ce projet-là et à titre, bah, je sais pas, si c'est un proche ou qu'importe, bah, on peut mettre 10 000, 5 000 et cumuler, ce premier porteur de projet-là pourra lever, je sais pas, 50 000 €. Bah, on peut faire ce type d'accompagnement et y compris nous, les montants qu'on a pu accompagner jusqu'à 3 millions d'euros. Donc on a cette fourchette-là et donc effectivement, c'est plutôt du pré-seed seed, si on qualifie avec, justement les noms en termes de précis, de sites, série A, et cetera. Sur le série A et plus, c'est plutôt sur la partie partage du capital, où on accompagne des sociétés qui sont un peu plus matures et quand ils vont lever de toute façon des fonds, à ce niveau-là, ils peuvent utiliser la plateforme justement pour gérer leur table de capitalisation, donc qui est actionnaire, comment est réparti le capital de la société, y compris aussi pour, ben, partager ce capital avec les salariés. Mais pour la génération documentaire, bah, des documents juridiques pour la levée de fonds, typiquement, souvent, bah, là, on passe, avec des avocats soit partenaires, soit des avocats justement, bah, de l'écosystème qui prennent un peu le relais sur ces opérations un peu one shot, parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a de la négociation et cetera. Et en France aussi, ce qui est aussi différent
du Royaume-Uni, on a une réglementation applicable avec de la déontologie, qui ne permet pas, en tant que société commerciale, de pouvoir conseiller juridiquement et représenter en fait, des clients parce qu'il y a le monopole des avocats, qui fait que, ben, après nous, on a des avocats partenaires qui sont justement, proches, de nous, qui permettent justement de faire en sorte que nos utilisateurs puissent bénéficier de conseils, mais la plateforme en tant que telle, elle, va permettre de générer les documents, de pouvoir donner des informations de manière objective et c'est ces informations qu'on a par rapport aux données qui sont collectées, parce qu'il y a quand même énormément d'opérations qui sont faites sur la plateforme. Donc, on a toutes ces données qu'on partage à nos utilisateurs. Alors, on va revenir un peu sur les concepts d'equity parce que ça peut être très nébuleux quand tu t'y connais pas ou quand tu démarres, une start-up, par exemple. En vulgarisant, quelles sont les différentes formes, d'actionnariat salarié en France? Nous dresser un peu un paysage très, très high level de ce qui est possible, en fait, de faire. Bah, d effectivement, la 1re question qui peut se poser par rapport à tout ça et en étant très high level, et pour peut-être revenir dans le contexte, il y a beaucoup de questions, en tout cas de débats qui a pu se poser sur le partage de la valeur. Et ne serait-ce que sur cette question du partage de la valeur, c'est de savoir, OK, il y a des personnes qui participent à la création de cette valeur et souvent il y a, ben, des parties prenantes dans un projet entrepreneurial et si on parle un peu de nous côté, start-up, mais ce qui peut être aussi, voilà pour d'autres projets, hein, c'est, ben, il y a les personnes qui initient le projet, qui sont l'équipe fondatrice. Il y a ensuite, ben, des investisseurs potentiels qui pourraient investir de l'argent dans ce projet-là et qui, en contrepartie, pourraient, ben, avoir aussi des parts, du capital. Et puis, il y a également, une partie prenante, qui est indispensable, qui sont, bah, les salariés qui participent à la création de cette valeur. Donc les 3 parties prenantes en question participent à cette création de valeur et à leur échelle et selon leur, profil. Et donc sur la partie salariée, justement, les dispositifs, qui existent en France pour partager cette valeur, il y en a plusieurs. Déjà, il y a un premier dispositif, en tout cas 2 familles qu'on pourrait distinguer, c'est la participation au résultat ou l'intéressement. Donc typiquement, si la société, ben, génère peut-être des bénéfices, ou a des bons résultats ou en tout cas peut partager les résultats de la société, mais pas forcément là, on ne parle pas du capital. On parle si, voilà, il y a un 13e mois, par exemple, qui serait versé par la société sur la base des résultats réalisés dans l'année, bah, c'est une manière de partager cette valeur également. Et donc ça, c'est ce qui peut être fait, ben, juridiquement, ce qui peut être mis en place par des sociétés. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour des startups parce que souvent leur modèle économique, initialement et au départ, ne permet pas de générer tout de suite des bénéfices et d'être rentable. Donc raison pour laquelle souvent les startups, donc soit peuvent mettre ça en place, mais elles utilisent également donc l'autre famille qui est celle justement du partage du capital là, dont tu parles Simonie. Et ce partage du capital là, ensuite peut se traduire avec différentes mécaniques. Mais la logique sur la question du partage du capital, c'est un peu une logique et une théorie de l'alignement des intérêts, parce que les 3 parties prenantes dont je parlais, qui sont les fondateurs, les investisseurs et les salariés, si, ben, ils sont intéressés au capital, ces salariés, ils ont un intérêt qui est aligné avec celui des investisseurs qui auront investi de l'argent et qui auront eu du capital en contrepartie, et y compris les fondateurs qui, eux, ben, quand ils ont créé la société, ils détiennent ce capital. Et donc leur intérêt commun à tous les 3 dans cette théorie justement de l'alignement des intérêts de ces parties prenantes, c'est de faire en sorte que, ben, ils sont alignés sur la création de valeur et notamment l'augmentation de valeur capitalistique. Faire en sorte que le capital, cette valeur-là, augmente. Et donc pour les intéresser à ce capital-là, les mécaniques en France, il en existe, généralement 3, donc qui sont les attributions gratuites d'actions. Et donc ce qui permet justement aux startups de pouvoir, comme son nom l'indique, attribuer gratuitement des actions aux salariés. Je ne vais pas rentrer dans le détail un peu technique, mais c'est assez peu utilisé pour des raisons assez, simples à comprendre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coûts, des charges sociales dans le cadre justement de l'attribution gratuite des actions. Côté, entreprise, on est d'accord? Exactement, ouais, tout à fait. Donc si on dépasse un certain seuil, c'est possible qu'il y ait 30 de charges, patronales pour l'entreprise. Après c'est à voir, hein, il y a des logiques justement assez opportunistes sur OK, ça vaut le coup de même payer ses charges et tant mieux, hein, quelque part si on cotise aussi en fonction. Donc à chacun de faire effectivement c'est son bilan coût-avantage si je peux dire. Et il y a également aussi moins de flexibilité d'un point de vue, conditions qui sont plutôt cadrées juridiquement, dans le code de commerce avec les actions gratuites, à la différence des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, dont j'ai parlé, un peu tout à l'heure et qui sont vraiment la mécanique privilégiée
par les startups parce que bon, il y a déjà aucun coût associé, mais ça, c'est aussi très flexible avec les BSPCE parce que ces BSPCE, en fait, peuvent être attribués donc gratuitement aux salariés, aux bénéficiaires. Pareil, il n'y a pas de charge applicable, mais il faut encore être éligible pour la société qui va pouvoir les émettre et les attribuer. Il y a certaines conditions à respecter. La différence aussi fondamentale entre les BSPCE et les actions gratuites, c'est que les BSPCE, c'est un droit d'acheter une action. Là où l'attribution gratuite, ben, elle est donnée gratuitement, cette action. Le BSPCE, lui, c'est je te donne un droit à toi, salarié, d'acheter une action à un prix qui est fixé au moment où je te donne ce bon, donc ce bon de souscription, et il ne bougera pas dans le temps. Un prix intéressant, donc c'est en fonction du moment où on te le donne. Et si on te le donne à un moment où ce prix est assez bas, ben, là, on revient un peu sur l'alignement des intérêts, où si ben, il y a un accroissement de valeur capitalistique et que bah, la valorisation de la société augmente au gré justement du développement de la société, de la croissance du chiffre d'affaires, etc. Ça permet de pouvoir, ben, à un moment, acheter une action à un prix de, mettons, de 10 € pour la revendre ensuite à un prix de 100 € et donc de générer une plus-value qui serait égale à la différence entre ce prix de vente et ce prix d'achat, donc là, en l'occurrence, de 90 € et donc c'est cette logique-là. Là où l'attribution gratuite d'actions, elle, bah, on pourrait vendre 100 € cette action dans mon exemple et empocher du coup les 100 € parce qu'on l'avait eu gratuitement. Donc l'intérêt, on peut se dire: «Bah, c'est trop bien les actions gratuites, bah, pourquoi on n'utilise pas que ça?» Bah, c'est les raisons dont j'ai un peu parlé sur les différentes mécaniques. Mais bref, donc on a les attributions gratuites d'actions, les BSPCE et il y a aussi, les stock options, donc comme troisième mécanique. Souvent les stock options sont utilisées C'est plus aux US, non? oui, bah, en fait, c'est la même mécanique que les BSPCE, et c'est vraiment le droit aussi d'acheter une action, pareil, sous réserve de certaines conditions. Mais les stock options, le désavantage, c'est que d'un point de vue fiscal, ils n'ont pas un avantage et un cadre qui est le même que celui des BSPCE et donc ce qui fait qu'il y a des charges qui pourraient être appliquées, un peu comme les attributions gratuites d'actions, pour les stock options. Ce qui fait que ce n'est pas très intéressant pour les sociétés. Les seules sociétés qui pourraient utiliser donc, qui seraient amenées à utiliser les stock options, en lieu et place des BSPCE, c'est parce qu'elles ne seraient pas éligibles au dispositif des BSPCE. Et donc ce serait par défaut donc que ces sociétés utiliseraient donc des stock options et donc seraient amenées éventuellement à payer, soit des charges. Il y a aussi des charges donc patronales et aussi il y a des charges salariées. Donc s'il y a un coût côté stock option des 2 côtés et ça, c'est vraiment les 3 mécaniques qu'on dit, des mécaniques d'intéressement au capital qualifiées. Qualifiées pourquoi? Parce qu'elles sont réservées aussi, ces 3 mécaniques, soit aux dirigeants mandataires sociaux, soit aux salariés de la société et donc c'est cadré d'un point de vue, fiscal et social pour, justement bénéficier d'un cadre avantageux. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas les attribuer, mettons si on voulait les attribuer ou les offrir à un freelance, c'est pas possible. Ils sont pas éligibles. Et donc, il existe d'autres mécaniques, mais en tout cas pour les salariés, ce sont ces 3 en France qui sont là, disponibles, mais la plus utilisée de manière très, enfin en tout cas incontestée, reste toujours les BSPC. Et donc, en quoi est-ce un avantage? Il doit y avoir aussi d'un point de vue RH évidemment, parce que tout le monde n'en reçoit pas ou pas le même nombre. Enfin, il y a vraiment une politique interne, sur ces sujets, je dirais. Voilà, de ce que tu as vu, de ton expérience, que voilà, qu'est-ce qui fait que tu en as qui en reçoivent, tu en as qui en reçoivent pas? C'est peut-être un peu plus RH? C'est clairement RH et c'est, justement là où cette matière, bon, moi m'intéressait beaucoup, mais où elle peut aussi poser des questions. C'est-à-dire qu'elle est à la frontière entre différents expertises qui sont à la fois, bah, comme tu viens de le dire, des sujets, RH, mais des sujets aussi qui sont financiers, qui sont juridiques, qui sont fiscaux. Et donc, bah, souvent, c'est, des sujets qui sont justement, sous le périmètre, des services administratifs et financiers, donc on peut y retrouver, bah, les RH, le DAF, le juriste. Pour répondre à ta question sur, qu'est-ce qui est intéressant, là-dedans? Ben, c'est pareil, c'est une bonne question parce que souvent on en discutait aussi et c'est ce qu'on s'est dit, ben, on peut dire: «Bah, oui, mais les tickets restaurants ou alors les chèques, vacances, c'est limite plus intéressant que des BSPCE ou Ouais, de parce que tu as l'intéressement au l'avantage immédiat capital». finalement. Tu as Exactement et l'avantage puis immédiat. c'est sonnant et trébuchant, on peut l'utiliser tout de suite là où effectivement, l'intéressement au capital, quel qu'il soit, hein, que ce soit au travers de BSPCE ou autre, c'est pas quelque chose qui est, acquis tout de suite, en tout cas palpable. Justement nous sur Site Légal, on essaie de avec la plateforme, le rendre un peu plus concret que ce qu'il est avec justement, côté, bénéficiaires et salariés, ben, un compte et où on peut voir, les conditions, les contrats et cetera donc ça matérialise un petit peu mais sinon, ça reste quelque chose d'assez, virtuel en quelque sorte.
parce qu'on peut le monétiser, déjà que sur du long terme. Généralement, c'est, Est-ce que c'est un risque aussi, finalement? enfin, oui et non. Donc, c'est réponse un peu de juriste d'ailleurs. Heu, alors non risqué parce que les BSPCE, c'est le droit d'acheter une action. Il y a pas d'obligation de l'acheter cette action. Tu as pas envie, tu veux pas pour X raisons, voilà. Exactement, et qu'on quitte la société, ben, à vous, bah, après derrière, si vous êtes en possibilité de pouvoir acheter une action, bah, de vous poser cette question en tant que salarié: «Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter cette action?» et de prendre donc un risque financier à ce moment-là, sachant que j'ai peut-être pas, hein, moi, du coup, la garantie de pouvoir revendre, l'action plus tard et donc de générer une plus-value. Donc je prends un risque, à la fois financier. Donc là, on met un peu une casquette côté investisseur, après avoir eu cette casquette, salarié, pour se poser la question: «Est-ce que ça vaut le coup?» Mais effectivement, donc ça veut dire non, on n'a pas de risque financier parce que c'est pas une obligation, mais oui, ça peut être un risque financier si on décide de le prendre ce risque au moment où, ben, on n'est peut-être pas assuré de pouvoir générer une plus-value en vendant les actions sous-jacentes au BSPCE. Et donc après, généralement, la mécanique, elle est faite ou plutôt pensée, donc où tu ne prendrais pas de risque financier parce que souvent, l'idée, c'est de pouvoir, monétiser au même moment que, bah, les autres parties prenantes dont on parlait, hein, que ce soit les fondateurs et les investisseurs, et de faire en sorte, dans cet idéal, de se dire, bah, si, il y a une possibilité de monétiser le capital, comment ça se passe? Bah, souvent, c'est par la revente de la société ou son entrée en bourse, ce qu'on appelle souvent, bah, les exits. Et c'est là où, il y a une question de monétisation du capital, et c'est à ce moment-là où, justement, si on est intéressé au capital en tant que salarié, on va, bah, acheter son action, mais tout de suite la revendre et générer une plus-value et monétiser à ce moment-là. Mais bon, ça reste un peu une théorie, mais qui, se rencontre aussi en pratique, heureusement, quelque part. Sinon, ce serait vraiment un peu une monnaie de singe, ça servirait à rien les BSPCE. Mais, heureusement, on a vu des cas concrets où ça se monétisait. Et si je donne un exemple, bah, un des premiers exemples qu'on avait pu observer, en tout cas moi j'avais vu, de près, c'était, Trainline qui avait, racheté Capitaine Train, à l'époque, et donc il y avait certains salariés, bah, qui avaient pu monétiser à cette occasion. Il y a, également, d'autres, exemples, hein, et qui sont, de plus en plus fournis maintenant, sur, bah, des possibilités de pouvoir monétiser quand bien même on a pas encore vendu la société. Il y a des cas de Spendesk avec, Jérémy Goyot qui lui, voilà, est maintenant, business angel, qui investit pas mal, mais est un exemple de salarié qui a pu monétiser des BSPCE et ensuite réinvestir, derrière parce qu'il a pu, comme on le dit, en pratique, cash out, un peu cet intéressement au capital. Mais l'intérêt, il est vraiment sur du long terme, côté entreprise, de fidéliser, de faire en sorte aussi d'engager ses salariés, sur le long terme en disant: «Bah, regardez, si vous restez avec nous pendant un certain temps, généralement 4 ans, voire même un peu plus, vous avez la possibilité éventuellement de monétiser cet intéressement au capital». Bon, sous réserve de pas mal de conditions, mais quand même, et ce qui ferait que, bah, c'est un joli bonus que vous pouvez toucher à un moment. Certes, il est incertain, mais il peut, éventuellement tomber à un certain moment, et c'est un bonus qui est quand même assez sympa. Souvent, ça peut se traduire par un an de salaire, voire même bien plus. Après, dans d'autres cas, et souvent statistiquement, c'est comme le risque des startups, ça peut se traduire par zéro, hein. C'est chez Google la fameuse histoire, sur Exactement, Facebook? ouais, ça c'est les effectivement, ouais, il y a 2 histoires un peu justement, c'est qu'on pourrait qualifier de contes, du partage du capital, venant des États-Unis, mais qui sont des cas effectivement assez, certes stéréotypés, mais qui sont éloquents sur, comment ça peut marcher justement, cet intéressement au capital. Et l'exemple de Google, c'était effectivement la part-time masseuse, et c'était un exemple que je prenais justement dans mon talk à l'époque, et c'était en fait une masseuse à temps partiel qui avait été recrutée par, justement, cette boîte américaine, et elle massait justement, ben, le dos des ingénieurs, de façon, temps partiel, mais bref, et elle était payée 400 par semaine. Elle avait eu des stock options, et sauf que, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue millionnaire grâce à cet intéressement au capital parce qu'elle avait rejoint, en tant que masseuse à temps partiel, Google. Au tout début, ils étaient une quarantaine. Donc forcément, ça a aidé. Il y a eu pareil aussi avec, Facebook où, l'autre histoire assez, courante, sur ces aspects, c'est, la personne qui avait fait justement un tag dans les locaux, je crois, de Facebook, et il avait en contrepartie justement d'avoir fait ce tag, street art,
reçu des stock options ou l'équivalent et derrière, il s'était retrouvé à avoir, cet intéressement au capital qui se transforme en plusieurs millions de dollars, quoi et donc c'est là où effectivement ça peut, payer et très bien. Encore une fois, là, on vient de parler de Google et Facebook, et au tout début où c'est des sociétés qui sont des sociétés, qu'on connaît évidemment, qui sont, monumentales en termes de capitalisation, et donc si on a quelque part cette chance de rejoindre un projet quand il est assez jeune, d'être intéressé au capital et que ce projet en plus derrière explose, on peut avoir effectivement un retour sur investissement, en termes de temps et quand on est salarié qui est conséquent. L'exemple qu'on pourrait prendre peut-être aussi pour imager de manière, un peu plus, récente ces exemples-là, c'est, quand, tu as eu le rachat de Figma. Pareil, à 42 milliards par Adobe, forcément, les salariés qui étaient, les salariés de Figma au moment de ce rachat, qui ont été intéressés au capital, j'avais d'ailleurs fait un petit post LinkedIn sur ce sujet, de manière, assez simple en termes de calcul, chacun pouvait toucher, 1 voire plusieurs millions. Forcément, c'est ça qui est, tout l'avantage et quelque part, cette, chimère derrière le partage du capital, mais qui peut se matérialiser. Donc, l'intérêt, il est là. Après, il faut pas compter que sur ça non plus. Si on compte que sur ça, quand on est salarié ou même quand on est, l'entreprise, forcément, on risque d'aller, faire face à quelques déconvenues parce que, quand on est salarié, souvent, l'ancienneté ou en tout cas le turnover est généralement, de 3 à 4 ans, voire même un peu moins, 3 ans, et moins. J'ai l'habitude de dire, c'est 1 année en startup, c'est un peu comme les vies de chat, quoi, c'est x7. Donc en termes de ressenti et de vécu. Quand tu sais que généralement, le temps pour pouvoir monétiser éventuellement ce partage du capital qu'on t'aurait donné, cet intéressement, ça met, entre 5 à 7 à 10 ans, quoi. Donc forcément, on a une enfin, c'est décorrélé par rapport, à cette durée de vie, de notre présence dans les sociétés, dans les startups. Donc c'est pour ça que si on compte que sur ça, c'est clair qu'on va au grand de il y aura des belles déconvenues, quoi. Et quand on part d'une société, alors pour X raisons, hein, ça peut être, une démission, ça peut être, voilà, de pas de notre fait, donc rupture conventionnelle ou bien, rupture conventionnelle, c'est à l'amiable, mais ou licenciement. Il se passe quoi? C'est une bonne question, mais souvent, la majorité des salariés ne lisent pas les règlements de plan de BSPCE, ce qui est normal, ouais, effectivement. Normal parce que c'est clair, c'est pas une lecture très, très, accessible. C'est pour ça, encore une fois, côté c'est légal, on essaie de le vulgariser. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte la société, alors qu'on a été intéressé au capital? Souvent, en fait, il y a des conditions qui nous sont données quand on nous donne des BSPCE, c'est sous réserve qu'on reste dans la société un certain temps, ce qu'on appelle le vesting. Et ce vesting-là, généralement, il est de 4 ans en pratique, avec ce qu'on appelle 1 an de cliff. Tu es obligé de rester une année. Voilà, donc exactement et en fait, progressivement, on acquiert le droit d'acheter, donc des actions. Donc progressivement, on acquiert dans le temps, selon ce vesting, les BSPCE. Ils nous sont acquis. Donc mettons, on a un exemple concret, si on me donne 100 BSPCE, sur les 4 ans, si je reste 2 ans dans la société et que je quitte la société au bout de 2 ans, j'en aurais acquis 50 sur les 100 qui m'ont été donnés, parce que je suis resté 2 ans sur les 4. Dans le cas, que tu viens de donner, si je pars, mettons pour en démissionnant, sous réserve de ce qui est prévu dans ce règlement du plan de BSPCE où il y a des différentes conditions, mais en principe, j'ai moi la possibilité d'acheter mes 50 BSPCE au prix d'exercice qui m'avait été, fixé lorsqu'on m'a donné ces bons et donc là, soit je me dis: «OK, je peux les exercer» et je les exerce. Donc j'achète, je prends un risque financier d'acheter mes actions par l'exercice des 50 BSPCE que j'ai acquis avec le Oui, donc faut vesting. quand même avoir de la trésor, à ce moment-là, hein. Exactement. C'est quand même un truc, ouais. Tout à fait et c'est là où, on peut se poser la question: «Est-ce que je prends ce risque financier?» sous réserve, que, derrière je sois pas garanti de pouvoir vendre mes actions. Si je suis garanti de vendre les actions derrière, le risque financier, il est moindre. Si je sais que je peux acheter l'action et la revendre juste derrière et générer une plus-value, OK, là, il y a pas de risque. Mais, souvent, on n'est pas forcément, au timing où on part, c'est le moment où aussi on peut vendre les actions et donc potentiellement on peut prendre ce risque, financier.
Mais comme on se le disait, c'est pas une obligation, donc si on n'a pas envie de les acheter et de prendre ce risque, on ne les prend pas, on ne les exerce pas et souvent, ce qu'on observe en pratique, c'est que la très grande majorité des BSPCE ne sont pas exercés. Mais pas forcément pour les bonnes raisons, pas pour, les raisons comme on vient de se le dire, où on a réfléchi, on s'est dit: «OK, est-ce que je les achète ou pas?» Mais par méconnaissance ou, absence d'information et donc c'est là où c'est effectivement un peu dommage, en tout cas si ce serait la seule raison, hein, je pense pas, mais majoritairement et donc c'est, la raison pour laquelle c'est bien, voilà, d'avoir ce type de podcast, pour peut-être vulgariser un peu ces questions d'intéressement en capital parce que, il y a un vrai intérêt. C'est pas le seul quand on rejoint encore une fois un projet. Si on se dit: «OK, c'est parce que j'ai du capital qui va m'être attribué, je suis convaincu et je sais que je vais pouvoir devenir millionnaire derrière», bon, il faut peut-être relativiser un peu cet optimisme et se dire: «Voilà, il y a c'est peut-être pas forcément le cas» et ça peut l'être, comme on se l'est dit avec les exemples qu'on s'est donnés. Mais, en tout cas, il faut que ce soit un tout et les BSPCE, ça s'inscrit dans ce tout quand on rejoint une startup. C'est, ben, voilà, il y a des conditions, il y a le salaire évidemment, qui compte, il y a l'environnement de travail, il y a les conditions, de travail. Est-ce qu'on peut travailler en remote? Voilà, les autres avantages, classiques salariés dont on parlait aussi, tickets restaurant, chèques vacances, je sais pas, possibilité de poser des vacances quand on veut pour certaines sociétés et cetera. Donc vraiment, ça s'inscrit dans ce tout en termes d'attractivité pour une startup, de la partie intéressement capital et c'est pas, quelque chose de décorrélé justement de tous ces éléments. Il faut le voir un peu comme un ensemble et la partie intéressement capital, elle doit aussi être consubstantielle de cette culture d'entreprise. Elle s'inscrit dans cet ensemble plutôt que d'être quelque chose un peu isolé comme ça sur lequel on va compter, de manière, hyper importante. Voilà, il faut vraiment le voir comme un tout. Ouais, puis moi j'ai remarqué aussi, enfin maintenant il y a quand même de l'amélioration, hein, évidemment, mais que parfois dans certaines boîtes, il y a une certaine, manque de pédagogie, on va dire, on t'explique pas forcément quand tu arrives, donc bon, quand tu connais pas trop, tu vois, tu es pas trop dans le jargon et cetera, juridique, financier et puis que tu crois que, bah, on te donne des stock options ou des BSPCE, beh, c'est du cash alors que non, pas du tout, quoi. Faudra, à un moment, si tu veux les acheter, beh, comme quand tu achètes quelque chose, beh, sortir ton cash, donc voilà. Je trouve qu'il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là. Il y a un boulot de pédagogie à faire, et on s'efforce en tout cas, de le faire, donc que ce soit moi avec Silegal à notre échelle, mais même beaucoup de sociétés, hein, beaucoup de startups dans l'écosystème, y participent donc ont une vraie logique de vulgarisation, d'explication, de pédagogie, autour de l'intéressement au capital. Mais parce que quand on intéresse au capital, forcément ça soulève beaucoup de questions et donc il y a un «coût» entre guillemets en termes de temps à passer pour décortiquer et expliquer aux salariés comment ça fonctionne cet outil et c'est corrélé aussi au fait de, ben, rendre clair comment se finance une société, comment, la valorisation augmente, sur quelle base, un prix d'exercice et on revient un peu à ce qu'on se disait sur OK, ça touche le RH, ça touche le juridique, ça touche le financier. Il faut essayer de le rendre assez clair pour les salariés. Donc il y a quand même beaucoup aussi, de startups qui font ça bien, qui expliquent, mais il y en a effectivement d'autres qui, par raison de temps, passé ou autre, ben, ou même connaissances, parce qu'on observe beaucoup aussi d'entrepreneurs, c'est légal, ce qui eux-mêmes doivent monter en compétences pour pouvoir Ouais, ils ont ensuite pas le temps forcément dès le début de exactement, monter sur ces sujets-là, pour ouais, qu'eux soient en mesure derrière de pouvoir, bah, le rendre clair à leurs salariés, expliquer, voilà, attirer les talents et cetera. Je pense que c'est un levier aussi, clairement. C'est un levier d'attractivité, de fidélisation pour les startups, évident et donc c'est un argument, c'est pour ça que c'est aussi, utilisé, hein, dans l'écosystème, que ce soit en France, mais même, à l'étranger, hein. Nous, on s'est pas mal inspiré justement des pratiques, anglo-saxonnes à ce titre, où on est plus habitué en France, peut-être à d'autres outils et d'autres mécaniques, que celle du partage du capital. Mais pour revenir à ce que tu disais, clairement la pédagogie, elle est très, très importante pour éviter justement les biais qui peuvent être souvent, présents, de se dire: «Bah, voilà, j'ai mis beaucoup d'efforts à mettre en place cette politique, en termes de réflexion, en termes de travail, sur la partie, technique et cetera, mais pour qu'au résultat, les salariés se disent: «Oui, OK, mais ça sert à rien. De toute façon, moi, je compte pas dessus, je comprends même pas ce que c'est et j'y verrai rien. C'est un peu une carotte, que je verrai jamais, de toute façon, qui m'intéresse pas, parce que je la comprends pas». Et donc ça, c'est un peu dommage. C'est effectivement sur cette partie pédagogique où il faut faire des efforts à la fois en interne, mais que ce soit côté, aussi salarié de s'y intéresser, mais aussi côté évidemment, entrepreneur pour faire en sorte qu'on explique de manière assez, claire, OK, c'est quoi les conditions, comment ça fonctionne, un peu le b.a-ba même, là-dessus et
bah, c'est un bon moyen aussi de pouvoir expliquer là où on veut aller en termes de trajectoire de développement de société. C'est super outil, pour justement faire des ponts entre quelle est ta stratégie, où tu veux aller et te dire: «Bah, voilà, tu viens avec moi, on est dans le même bateau, ben, si tu es intéressé au capital, bah, comme moi fondateur, je vais pouvoir potentiellement monétiser à ce moment-là». Donc c'est un super outil à plein d'égards. Alors par contre, niveau fiscalité, il faudrait que tu nous dises aussi Ouais, bien sûr. allez, vraiment le en grande masse, hein, parce que voilà, chaque situation, personnelle, Ouais, bien sûr, mais c'est assez simple, hein, justement l'outil des BSP sur cette partie fiscalité. Sur ce point, en fait, ça dépend de ton ancienneté quand on est salarié. Donc côté entreprise, c'est simple, hein, c'est-à-dire il y a aucune charge sociale, il y a pas de coût, vous pouvez le mettre en place. Le coût, qui est associé à cette mise en place côté entreprise, c'est, bah, uniquement les frais pour le mettre en place et la partie aussi dilution, parce que ça va avoir un impact sur le capital. C'est le principe. Si on intéresse au capital, il faut partir du principe qu'on donne un petit bout de ce capital. du gâteau. Voilà, exactement. Donc ça, c'est clair. Mais côté salarié ensuite, pareil, il y a aucun impôt à payer à quelque moment que ce soit, sauf quand on monétise. Donc en fait, c'est à ce moment-là où si on génère une plus-value et c'est à ce moment effectivement qu'on aura payé des impôts. Donc quelque part, et pour une fois donc les impôts sont un peu skin in the game si je peux dire. Donc c'est si on touche de l'argent et qu'on paie des impôts, bah, on est content parce que c'est au moment où on aura monétisé. Et comment ça se passe d'un point de vue fiscalité? Ça dépend de son ancienneté. Donc si on est resté entre 1 et 3 ans, donc et moins de 3 ans dans la société, on a 30 d'impôts auquel il faut ajouter 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, c'est pour tout le monde, peu importe ton taux d'imposition. Peu importe ton taux d'imposition. Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour dès lors qu'on a nous, ben, eu du capital, j'ai eu des BSPCE. Dans l'exemple que je donnais, voilà, on a donné 100, j'ai pu en exercer, bah, la totalité mettons, je les ai achetés à 10 et je les ai vendus à 100, donc c'est 90. Donc bah, 90 fois 100, on est à 9 000 €. Et ben là, je vais payer, si je suis resté moins de 3 ans dans la société, 47,2 prélèvements sociaux et impôts compris. 30 impôts, 17,2 prélèvements sociaux. Bon, voilà, on participe bien là, dans ce cas, à l'intérêt général, hein, quand même, il y a la moitié qui part, justement à ce titre. Mais après, si on, reste plus longtemps, donc plus de 3 ans dans la société, là, c'est la flat tax qui jouera. Donc pareil, hein, peu importe, quel est notre taux d'imposition, à l'IR. Après, on peut opter, hein, éventuellement pour ce taux d'imposition s'il est plus intéressant. Mais généralement, voilà, ce serait la flat tax si on est à plus de 3 ans d'ancienneté dans la société. Donc c'est à compter du moment où on a rejoint la société. Et ben là, flat tax, ça veut dire quoi? Ça veut dire 30. C'est, donc 17,2 des prélèvements sociaux, pareil, mais 12,8 d'impôts. Et donc ce qui fait, les 30 de flat tax, qui s'appliqueraient donc à, la plus-value que je réalise. Donc dans mon exemple, ce serait 30 sur les 9 000 € que je devrais payer. Ouais, je pense qu'il faut pas négliger cet aspect. On a tendance à se dire: «Voilà, c'est de l'argent in de dans la poche», mais je pense qu'il faut surtout pas négliger l'aspect, Clairement, fiscal. Non, non, c'est sûr quand on se dit, «OK, je peux toucher 100 000 €», mais que si on est resté moins de 3 ans, bah, il y a quasi la moitié qui part, en impôts, non, il faut l'avoir en tête, ouais. Ça, c'est clair. Alors, là, on enregistre, on est donc, quasiment fin mars, hein, et il y a eu un «événement» entre guillemets, avec la SVB qui a malheureusement, eu une faillite, on va dire, hein. SVB, c'est une banque, américaine avec beaucoup, beaucoup de startups qui détenaient, des fonds là-bas. Donc, on pense qu'il va y avoir voilà, un impact. Est-ce que bon là, c'est un peu trop tôt pour le dire et bon voilà, on n'est pas voyant. Est-ce que toi, tu as une idée un peu de ce qui pourrait y avoir, hein? On met voilà, du conditionnel évidemment, hein, on peut pas voir ce qui va se passer dans l'avenir. Qu'il peut y avoir comme impact dans l'écosystème, Ouais, bien sûr, alors ouais, effectivement, je ne suis pas économiste ni analyste voilà, et c'est encore moins vraiment on voyant, met vraiment des hein. pincettes, hein, Mais ouais. clairement, mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu, depuis 2021, si on prend un peu justement de recul et on regarde, rétrospectivement ce qui s'est passé depuis, bah, de 2021 où il y a eu un boom en fait, en 2021, dévalorisation, du cash à investir, il y avait vraiment un écosystème très, très favorable pour les entrepreneurs et pour lever des fonds. Donc c'est toujours compliqué, hein, de lever des fonds. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, le contexte était assez favorable aux entrepreneurs parce que, il y avait beaucoup de cash, beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs aussi faisaient,
il y avait une grosse concurrence sur l'investissement dans les startups en 2021. Ça a changé avec le paradigme qu'on connaît, donc qui est celui malheureusement de la guerre en Ukraine, donc un contexte géopolitique assez incertain, la montée aussi, ben voilà, des prix, de l'inflation. Donc on est dans cet environnement-là qui est quand même moins favorable et ce qui a aussi, été vu, c'est une baisse drastique, des valorisations des sociétés américaines tech, donc ça en 2022, et il y a eu un plongeon et donc forcément ça a eu un impact par effet domino jusqu'aux sociétés et aux investissements dans des startups plutôt jeunes, donc c'est parti forcément, ça part souvent des États-Unis, tout ça on va y revenir sur la SVB, mais et ça vient en Europe après, par justement cet effet domino également et de la même façon des sociétés matures aux sociétés un peu plus jeunes. Parce que, justement, le tissu économique, dans cette partie forcément est assez relié et donc là-dessus, on observe donc un environnement et un paradigme qui a changé assez drastiquement, donc plutôt favorable en 2021 aux entrepreneurs pour lever des fonds et maintenant, moins favorable, plus compliqué de pouvoir lever des fonds, et donc plus favorable côté investisseur, d'un point de vue négociation. Money is king si je peux dire, à ce moment-là et pareil, les valorisations forcément, ont été drastiquement baissées, sont devenues peut-être un peu plus rationnelles et donc on était vraiment dans cette logique de se dire: «OK, maintenant l'écosystème s'est assaini, avec une baisse des valorisations qui était devenue un petit peu folle et irrationnelle, où là, on rentre plutôt dans une question de rationalisation de l'écosystème, mais tout en ayant en tête, OK, une certaine incertitude, notamment avec, le contexte géopolitique et économique, actuel. Et là, on le voit avec, effectivement cette faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, qui a eu un petit effet, justement, heu, financier et de crise, financière où forcément tout le monde se rappelle à Lehman Brothers en 2008 en se disant: «OK, parce que ça va être une réplique». On n'est pas à ce niveau systémique apparemment, encore une fois, je ne suis pas économiste, parce que ça reste une petite banque, parce que comme tu l'as dit, Silicon Valley Bank, c'est une société et une banque qui était spécialisée dans, l'écosystème tech aux États-Unis. Donc il y avait une très grosse part du capital, du marché, soit des fonds d'investissement, des VC et des startups, et donc qui est parti là au tapis en l'espace, de quasi une semaine, la semaine dernière avec plus de 42 milliards qui ont été retirés en 48 heures. C'est assez délirant, et donc forcément il y a un impact dans l'écosystème. S'il n'est pas, systémique ou rationnel concrètement, parce que ça fera peut-être tomber il y a d'autres, il y a par exemple First, Republic qui est une autre banque, qui avait perdu plus de 70 de sa cotation, là, mais après qui a rebondi à plus de 60. Bref, on est dans cette instabilité-là et donc les marchés financiers n'aiment pas l'instabilité et effectivement, donc pour revenir à la Silicon Valley Bank, là, on ne sait pas trop, ce qui va s'en suivre. Donc c'est pour ça que tu as raison, tu dis, on parle au conditionnel et clairement, mais il va y avoir forcément un impact. Donc Silicon Valley Bank, en tout cas en Angleterre, parce qu'ils avaient une branche, au UK qui a été Il a été rachetée à racheté un par, pound HSBC? exactement, donc qui a été racheté par HSBC. Il y a eu un buy-out aux États-Unis de la Silicon Valley Bank par le gouvernement pour justement éviter qu'il y ait, une faillite qui empêche de pouvoir payer justement les personnes, les épargnants qui avaient enfin, c'est pas forcément l'épargne, mais bref, qui avaient, du cash dans cette banque. Pour la France, on est un peu moins exposé parce qu'il y a pas vraiment de banque spécialisée dans le domaine startup. Forcément, il y a eu des effets de marché sur, les établissements bancaires, que ce soit la BNP, que ce soit la Société Générale qui ont chuté un peu au CAC 40. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si d'un point de vue rationnel, en tout cas concret et pragmatique, c'est, bien sûr, pas forcément un bon point, mais on sent pas encore ces éléments venir et donc nous mettre dans une récession ou autre, parce qu'il faut corréler ça avec l'inflation, il y a plein de choses, hein. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un autre élément négatif qui va jouer sur la mentalité, sur forcément plus l'aspect irrationnel qui est celui du sentiment sur, les marchés, et donc forcément ça va avoir un impact qui est pas positif sur l'écosystème, qui est le nôtre tech parce qu'en plus, c'était une banque américaine spécialisée dans le domaine de la tech, qui part en faillite là d'un coup. Donc ça rajoute un peu de brouillard, d'incertitude, là où, on a un contexte qui est quand même assez incertain et pareil, que ce soit côté inflation, que ce soit côté, géopolitique qui est, bon, on a vu des plus beaux jours, je pense, hein. Donc, on est un peu dans cette incertitude. Il y a toujours des investisseurs, bien sûr, hein, en France, donc qui investissent, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement early stage et cetera, on les voit. C'est quand même plus dur,
côté entrepreneur de les convaincre parce que forcément, c'est un peu moins, le cadre que je décrivais qu'en 2021. Mais bon, on va voir ce qui se passe, mais on se souhaite en tout cas que ce soit assez contenu, cet effet Silicon Valley Bank et on va voir la suite. Donc pour terminer, Florent, quel conseil pourrais-tu donner à un entrepreneur, un fondateur, cofondateur de start-up, sur ces sujets d'equity justement? Alors, mon conseil serait effectivement donc si il est mis en place, un partage du capital, de prendre le temps, de pouvoir l'expliquer, de prendre le temps de corréler aussi cet intéressement au capital au développement et à la stratégie de, la société et de faire en sorte que ce soit clair en évitant les écueils, en comparant, voilà, le partage du capital, avec, par exemple, du salaire et que le salarié, lui, ben, ait une confusion et un manque de clarté sur: «OK, qu'est-ce que je peux attendre concrètement de ce partage du capital?» et peut-être de le confondre avec quelque chose comme du salaire qui est sonnant et trébuchant et qu'on peut, bah, toucher, de manière concrète assez rapidement, en principe tous les mois. Donc voilà, conseil de clarté, de pédagogie et après de leadership sur la vision de la société. D'accord, OK. Donc on peut vous retrouver Site Légal sur les réseaux sociaux. Il me semble que vous faites pas mal de webinars, c'est ça? Exactement, on fait, un webinaire par semaine. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn en nous suivant, en vous abonnant sur notre page LinkedIn sur c'est légal. Vous avez pareil beaucoup de contenu, que ce soit sur notre blog où on remet justement les webinaires qu'on a pu réaliser sur toutes les thématiques, hein, que ce soit partage du capital, que ce soit financement ou autre. On aime bien aussi donner la parole à nos utilisateurs et aux entrepreneurs, hein, qui sont eux qui suent, hein, qui sont ceux, justement à qui, il Un faut, sacco, utilisateur? ouais, qu'il faut donner le crédit, le mérite et en tout cas la lumière. Donc ouais, nous retrouver sur notre site, sur, la page LinkedIn et puis, sur des podcasts comme le tien, Simone. Génial. Merci beaucoup Florent. À très vite. Au Merci à revoir. toi, très bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.